La saga Harry Potter nous a offert un casting en or qui a su rendre parfaitement hommage à nos personnages préférés. La production des films s'est étalée sur une décennie et a demandé un travail colossal. Une tâche si titanesque qu'il a parfois fallu, pour différentes raisons, se séparer de certains éléments. Je suis sûr que vous êtes loin de vous douter du nombre de personnages de la saga Harry Potter qui ont changé d'interprète au fil des films. Avant de me pencher sur le sujet, je pensais sincèrement que les exemples étaient rares. Et pourtant, quand on regarde la saga de plus près, on découvre que plus d'une vingtaine de personnages ont été incarnés par différents acteurs. Et je parie qu'il n'y en a que vous n'avez jamais remarqué. C'est l'occasion parfaite de vous inonder d'anecdotes. Tous les acteurs des films Harry Potter qui ont été remplacés, c'est parti. Albus Dumbledore. On commence avec la thématique la plus lourde, les acteurs qui ont été remplacés parce qu'ils sont décédés entre deux films. Et on va tout de suite se débarrasser de l'évidence pour que la suite soit plus surprenante. Notre cher Richard Harris, l'inoubliable premier Albus Dumbledore, a été remplacé à partir du troisième film par Michael Gambon, qui ira au bout de la saga. Ce n'est pas la production qui en a décidé ainsi, mais la vie qui a emporté Richard Harris quelques semaines avant la sortie du deuxième volet au cinéma. Une nouvelle qui a bouleversé l'ensemble de l'équipe, à commencer par Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers films, devenu producteur du troisième. La dernière fois qu'il a vu Richard Harris, déjà très affaibli, l'acteur était convaincu qu'il serait sur le plateau du Prisonnier d'Azkaban. Et ses derniers mots pour Chris Columbus, qui s'inquiétait pour lui, ont été « Tu n'as pas intérêt à penser à me remplacer ». Une phrase qui a profondément marqué le réalisateur américain. Pendant longtemps, la production a repoussé l'idée de confier le rôle à quelqu'un d'autre, dévastée par la disparition de Richard Harris. Mais la saga Harry Potter ne pouvait pas se poursuivre sans Albus Dumbledore. Après de nombreuses réflexions et propositions, c'est finalement Michael Gambon qui a repris le flambeau. Conscient de la difficulté de succéder à Richard Harris, il a proposé une autre interprétation du personnage. Et au fil des films, il a su se l'approprier totalement. Même si on aurait évidemment aimé voir Richard Harris vivre quelques années de plus, je trouve que la transition a été réussie. Le Dumbledore de Richard Harris s'intégrait parfaitement au premier volet, plus simple, plus enfantin, où une figure sage et noble était rassurante. À partir du troisième film, la saga devient de plus en plus sombre, et Dumbledore se retrouve à devoir repousser ses limites dans tous les sens du terme. C'est pourquoi la version de Michael Gambon était taillée. L'elfe de maison créature. Quand on parle de Harry Potter, Timothy Batson n'est peut-être pas un nom, ni même un visage, qui vous viennent immédiatement à l'esprit. Et pourtant, il a contribué à la magie autant que les autres, en prêtant sa voix à l'elfe de maison créature dans le cinquième film. Timothy Batson était un acteur britannique très doué, qui s'est fait connaître au théâtre et à la télévision. On le retrouve dans des séries comme Doctor Who ou Chapeau melon et bottes de cuir. Malheureusement, il est décédé 2 ans après Harry Potter et l'Ordre du Phénix, en 2009, à l'âge honorable de 83 ans. Mais comme créature devient particulièrement important dans l'avant-dernier volet de la saga, sorti en 2010, il a fallu lui trouver un remplaçant. C'est donc Simon McBurney, un autre grand nom du théâtre, qui a prêté sa voix à l'elfe de Regulus Black pour sa dernière apparition. Lavande Brown. On entre dans une nouvelle thématique. Ces personnages longtemps restés en arrière-plan, avant de devenir importants dans l'histoire. On oublie parfois que la saga Harry Potter a commencé à être adaptée au cinéma alors que tous les livres n'étaient pas encore sortis. Il est donc arrivé plus d'une fois qu'un personnage, quasiment insignifiant dans les premiers volets, prenne une importance considérable dans les derniers. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il se voit attribuer un nouvel interprète. Soit parce que l'acteur d'origine n'a pas les épaules pour faire plus que de la figuration, soit pour proposer un nom plus prestigieux. Le plus bel exemple, c'est sans doute celui de Lord Voldemort en personne, qui permettra à Ralph Fiennes d'entrer dans la saga après un autre interprète. Mais on reviendra sur le cas du Seigneur des Ténèbres un peu plus tard. Ici, l'un des cas les plus parlants, c'est celui de Lavande Brown, qui a été joué par 3 actrices différentes. D'abord par Caitlin Coley dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, où elle ne fait qu'une brève apparition. Ensuite par Jennifer Smith dans Le Prisonnier d'Azkaban, sans aucun dialogue non plus. C'est d'ailleurs le seul rôle qui leur est crédité à toutes les deux. Mais entre-temps, le roman Le Prince de Sang Mêlé est sorti, et Lavande y tient un vrai rôle dans l'intrigue. La production du film a donc lancé un nouveau casting, ouvert à tous, pour trouver une jeune actrice capable de tenir le rôle excentrique, explosif et hilarant de Lavande. C'est Jessie Cave qui décroche le rôle, ce qui fait totalement voler en éclats la cohérence visuelle du personnage à travers la saga. Dans ce genre de cas, 2 camps s'opposent généralement. D'un côté, ceux qui s'indignent qu'on ait remplacé une actrice à la peau noire par une actrice blanche au moment où le personnage devient enfin important. De l'autre, ceux qui rappellent que Lavande est blanche dans les romans et qu'au contraire, son rôle n'aurait fait que renforcer les clichés ou la haine à l'égard des personnes à la peau noire. Difficile de savoir ce qui a réellement motivé un changement aussi flagrant. On ne le saura probablement jamais. Ce qui est certain, c'est que Lavande Brown a connu plusieurs visages et que Jessie Cave a été excellente dans le rôle. Reste à savoir si Caitlin ou Jennifer auraient pu être tout aussi convaincantes.
Katie Bell. Même chose pour Katie Bell, l'une des poursuiveuses de l'équipe de Quidditch de Gryffondor dès la première année de Harry. Si depuis le début, le personnage s'est contenté de figuration, il devient difficile de l'ignorer dans l'intrigue du 6e film avec l'histoire du collier d'opale. Pour l'occasion, c'est Georgina Leonidas qui incarne la jeune Gryffondor, ensorcelée par le piège tendu par Draco Malfoy. Mais avant ça, c'est Emily Dale qui tenait le rôle dans les 2 premiers volets de la saga. Angelina Johnson et Alicia Spinett. Je fais un petit écart par rapport au sujet, puisqu'on en est à parler des membres de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Les 2 autres poursuiveuses, Angelina Johnson et Alicia Spinett, ont elles aussi connu plusieurs interprètes, même si leurs personnages n'ont jamais eu un rôle majeur dans la suite de l'intrigue. Ce qui est aussi une raison à bien des changements. Certains acteurs finissent par décrocher des rôles plus intéressants, ou ont d'autres engagements que de tenir des personnages à peine visibles. Même les figurants doivent parfois rester des heures, des jours, des mois sur les plateaux de tournage, et ce n'est pas une vie qui convient à tout le monde. Pour Angelina Johnson, c'est Danielle Tabor qui a incarné le rôle dans les 3 premiers films. Elle est remplacée par Tiana Benjamin dans Harry Potter et la Coupe de Feu, mais en dehors de cette scène géniale avec Fred Weasley, le personnage ne prend pas plus d'importance dans les films. Alors que dans le 5e roman, Angelina devient capitaine de l'équipe de Quidditch, mais l'intrigue autour a été complètement supprimée du film. Et Tiana Benjamin n'était de toute façon pas disponible pour le tournage, ayant intégré le casting de la série de la BBC EastEnders. Je ne l'avais d'ailleurs jamais remarqué, mais c'est lors du bal de Noël qu'on voit pour la dernière fois Angelina Johnson dans toute la saga. Enfin, Alicia Spinett, encore plus discrète, est jouée par Leila Sutherland dans le premier film, puis par Rochelle Douglas dans le second. Mais il faut garder les yeux grands ouverts pour ne pas la louper. Le personnage n'a aucune réplique et aucun moment marquant, contrairement au livre. Bill Weasley. On revient à ces personnages qui prennent de l'importance dans les derniers volets avec le frère de Ron, qui n'est réellement introduit dans l'intrigue que dans l'avant-dernier film. Avant ça, Bill n'était visible que dans une scène du 3e volet, sur la une de la Gazette du Sorcier, entouré de toute sa famille. Il était incarné par Richard Fish, qui espérait d'ailleurs que son personnage gagnerait en importance par la suite. Bill est bien présent dans le 4e roman, et le jeune acteur espérait alors intégrer pleinement l'aventure, mais cela ne s'est jamais concrétisé. Et quand Bill a finalement pris plus de place dans l'histoire, c'est Domhnall Gleeson qui a été choisi pour l'incarner. Fils de Brendan Gleeson, alias Maugrey Folleuil, il n'a pourtant bénéficié d'aucun piston. Domhnall a toujours fait preuve de beaucoup de talent, et sa version de Bill est bien plus fidèle à celle des romans. Richard Fish, lui, me faisait plutôt penser à Charlie. Dommage qu'il n'ait pas eu l'occasion d'aller plus loin, mais il reste malgré tout lié à la famille la plus sympathique du monde magique, ce n'est pas rien. La Dame Grise. La Dame Grise est l'un des 4 fantômes de Poudlard associés à une maison. Nick Quasi-Sans-Tête est le fantôme des Gryffondor et la Dame Grise est celui des Serres d'Aigle. Elle apparaît dès le premier film, incarnée par Nina Young. On la retrouve aussi brièvement dans le second volet, dans une scène initialement coupée mais réintégrée dans la version longue du film. Mais le personnage prend une importance capitale lorsque l'on découvre qu'elle est la fille de Rowena Serre d'Aigle, l'une des fondatrices de Poudlard, et qu'elle sait où se trouve le diadème de sa mère que Voldemort a transformé en Horcrux. Pour son apparition dans le dernier film, Kate Winslet aurait pu décrocher le rôle, mais son agent a décliné l'offre. C'est finalement Kaylee MacDonald qui a prêté ses traits au fantôme de Serre d'Aigle, une jeune actrice britannique qui a une jolie carrière. Vous avez pu la voir dans Trainspotting en 1996, mais aussi dans No Country for Old Men, Nanny McPhee et des séries télévisées. Aberforth Dumbledore. Le 5e volet des aventures d'Harry Potter est sorti en 2007, la même année que la publication du dernier roman. On ne sait donc pas vraiment si Jim McManus a été engagé en connaissance de cause pour incarner Aberforth Dumbledore dans ce film. Au générique, il est d'ailleurs crédité simplement comme le barman. Mais c'était peut-être pour ne pas gâcher la surprise, car ce n'est que dans le dernier livre qu'on apprend que le mystérieux gérant de la Tête de Sanglier, le pub où se réunissent les élèves intéressés par l'armée de Dumbledore, n'est autre que le frère d'Albus. Un autre personnage devenu impossible à écarter de l'intrigue finale et dont l'acteur a été remplacé. C'est Ciaran Hinds qui l'incarne dans le dernier volet. Un acteur que les fans de Game of Thrones connaissent plutôt sous le nom de Mance Rayder, le roi par-delà le mur. Cédric Diggory. Pour cette partie, on n'est pas vraiment face à un personnage dont la production n'aurait pas anticipé l'importance. Lors du tournage du 3e film, le roman Harry Potter et la Coupe de Feu était déjà sorti depuis un bon moment. On savait donc que Cédric Diggory allait y jouer un rôle central. Mais comme dans Le Prisonnier d'Azkaban, le jeune Poufsouffle ne fait qu'une brève apparition, le choix de l'acteur n'a pas été considéré comme crucial par le réalisateur. C'est d'ailleurs le cascadeur Joe Livermore qui a joué son rôle dans Harry Potter et Le Prisonnier d'Azkaban, et comme Cédric n'est présent dans le film que pour cette cascade, le rôle lui a été attribué.
tuer. Mais dès le film suivant, c'est évidemment Robert Pattinson qui enfilait la cape du champion du tournoi des 3 sorciers. Ce dernier a séduit Mike Newell grâce à sa participation au film Vanity Fair, puis dans une audition classique. Mike Newell cherchait le garçon idéal, séduisant, noble, droit, et Robert Pattinson avait tout pour convenir au rôle, même si le jeune acteur ne s'attendait pas du tout à être choisi. Gripsec. Allez savoir pourquoi, mais j'ai toujours cru que ce gobelin qui accueille Harry et Hagrid à Gringotts était Gripsec. Ce qui est plutôt amusant d'ailleurs, puisque l'interprète de ce gobelin n'est autre que Warwick Davis, le professeur Flitwick et le deuxième interprète de Gripsec dans les volets consacrés aux reliques de la mort. Mais dans le premier film, Gripsec, c'est ce gobelin totalement différent, celui qui accompagne Harry et Hagrid jusqu'au coffre. Il est incarné par Verne Troyer, acteur américain, que vous connaissez sans doute pour son rôle de Minimois dans la saga Austin Powers. En tout cas, c'est l'acteur américain qui lui prête son corps, puisqu'il semblerait que ce soit déjà Warwick Davis qui ait doublé le personnage. Probablement pour garantir un accent britannique, J.K. Rowling tenant particulièrement à ce que tout le casting sonne juste. Pour les derniers films, la production ne s'est pas compliqué la vie et a choisi de faire directement confiance à Warwick Davis pour reprendre le rôle. En plus, entre-temps, la réputation de Verne Troyer avait été entachée par plusieurs scandales. Et Warwick avait largement prouvé son talent en jouant le professeur Flitwick. En plus, son agence d'acteurs de petite taille a été précieuse pour réunir une 60aine d'interprètes lors de la scène de Gringotts. Parmi tous ces gobelins se cachent d'ailleurs sa femme, sa fille, son fils, son beau-père et sa belle-sœur, imbattables au jeu des 7 familles. Parvati et Padma Patil. Comme Fred et George, Parvati et Padma sont des jumelles dans les romans, mais Parvati est répartie à Gryffondor alors que sa sœur l'est chez Serdaigle. Les films ont choisi de tout changer puisque les actrices ne sont jamais jumelles et les 2 personnages sont à Gryffondor. La production a expliqué, notamment pour Harry Potter et la Coupe de Feu, avoir préféré 2 actrices avec une vraie alchimie à l'écran, même si elles ne sont pas sœurs, plutôt que de se forcer à engager de vraies jumelles qui les convainquaient moins. Bref, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Parvati est interprétée par Sitara Shah, qu'on aperçoit surtout pendant le cours du professeur Lupin. Mais dans les films suivants, elle est remplacée par Shefali Chaudhuri. De son côté, Padma est bien présente dans le 3e film, mais on l'aperçoit à peine, incarnée par Sharon Sandhu. Et au moment où elle retrouve Ron pour le bal de Noël, le rôle est repris par Afshan Azad, qui le conservera jusqu'au dernier volet. Elphias Doge. On peut passer définitivement à des personnages qui n'ont pas eu un rôle particulièrement important dans l'intrigue, mais qui ont tout de même connu des changements en coulisses. Comme Elphias Doge par exemple, que vous revoyez sans doute dans cette scène du mariage de Bill et Fleur. Ce grand ami d'Albus Dumbledore, interprété par David Ryall, discute avec Harry avant d'être interrompu par la tante Muriel. L'acteur britannique est un grand nom du théâtre anglais et de la télévision. On a aussi pu le voir au cinéma dans des chefs-d'œuvre comme Elephant Man en 1980. Mais en réalité, ce n'est pas la première fois que le personnage apparaît dans la saga. On le voit déjà ici, quand il accompagne Harry de Private Drive jusqu'au 12 Square Grimaud dans le 5e volet. Il est alors incarné par Peter Cartwright, personnalité qui a travaillé au cinéma, à la télévision, à la radio et au théâtre. Et c'est justement à cette occasion qu'Harry fait sa connaissance dans le roman. Les parents d'Hermione. Quelque chose qui m'a toujours beaucoup surpris. Les parents d'Hermione n'ont jamais eu une place importante dans l'intrigue. Et dans les films, c'est vraiment service minimum. On les voit pour la première fois dans le 2e volet, alors qu'ils accompagnent leur fille sur le chemin de traverse. Ils n'ont même pas droit à une scène, ils sont juste observés au loin par Hermione et Lucius Malfoy. Dans cette scène, la mère d'Hermione est interprétée par Heather Bleasdale et son père par Tom Knight. Mais dans l'avant-dernier film, lors de la scène poignante où Hermione modifie la mémoire de ses parents, ils sont remplacés par Mitchell Fairley et Ian Kelly. Et on retrouve encore une fois un grand nom de la série Game of Thrones, puisque Mitchell n'est autre que l'inoubliable Catelyn Stark. La grosse dame. Si vous êtes répartis à Gryffondor, il y a un visage que vous allez voir très souvent, celui de la grosse dame, le tableau qui garde l'entrée de la salle commune des lions. Pourtant, dans les films, on ne voit ce personnage qu'à 3 reprises. D'abord dans le premier volet, lorsque Harry découvre la salle commune pour la première fois, accompagné par Percy. Les Gryffondors font alors face à l'actrice Elizabeth Springs, qui offre une performance très noble, digne, voire un peu rigide. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le personnage gagne en couleur et en humour sous la direction d'Alfonso Cuarón. C'est Dawn French, une actrice plus jeune, qui reprend le rôle et lui donne son grand moment. Elle gère aussi parfaitement la scène où la grosse dame a été attaquée par Sirius Black. Dans ce cas, on peut déduire que le changement d'actrice a été fait pour correspondre à la vision d'Alfonso Cuarón, qui voulait une grosse dame plus dynamique, plus drôle. Un excellent choix, je trouve. Tom le barman.
La grosse dame n'est pas la seule qu'Alfonso Cuarón a complètement transformée. C'est aussi le cas de Tom, le barman du Chaudron Baveur, un personnage assez récurrent dans les romans. Et je dois dire que je n'avais jamais compris qu'il s'agissait du même personnage, tant les deux versions sont différentes. Dans le premier film, Hagrid emmène Harry au Chaudron Baveur pour accéder au chemin de traverse. Notre jeune héros y découvre plusieurs sorciers, dont le tenancier du bar, Tom, incarné par Derek Deadman, habitué au rôle secondaire. Dans cette version, on a droit à un sorcier au look un peu vintage, le visage rond, l'air sympathique. Mais dans le troisième film, changement de look radical pour Tom, qui devient chauve, bossu et qui a un comportement excentrique. Il se comporte plus comme un domestique qu'un patron d'établissement d'ailleurs. Ironiquement, il est pourtant plus proche de la description faite dans les romans que la version de Derek Deadman dans le premier film. Pour cette nouvelle interprétation, c'est Jim Tavaré, grand comédien de stand-up et acteur comique, qui prête sa silhouette au personnage, qu'on ne reverra malheureusement plus par la suite. Susan Bones. Susan Bones est une jeune sorcière qui entre à Poudlard la même année que Harry, mais répartie à Poufsouffle. C'est un nom qu'on croise à plusieurs reprises dans les romans. Elle rejoint l'armée de Dumbledore par exemple. C'est aussi la nièce d'Amelia Bones, cette employée du ministère qui cherche à établir la vérité sur ce qui est arrivé à Harry lors de son procès. Une sorcière puissante et intègre, assassinée par Voldemort au cours de l'intrigue. Dans les deux premiers films, Susan Bones est incarnée par la fille du réalisateur Chris Columbus, Eleanor. Une petite entorse à la règle d'un casting 100% britannique, accepté par J.K. Rowling, puisque le personnage n'avait de toute façon aucune ligne de dialogue. On la voit se faire répartir par le Choixpeau, et elle est assise à côté d'Hermione pendant le cours du professeur Lockhart. Eleanor n'a pas conservé son rôle des années plus tard dans le dernier volet des Reliques de la Mort. On y retrouve Susan Bones, incarnée cette fois par l'actrice britannique Emma Jane Corboz, qui se contente surtout de figuration. La jeune actrice était déjà présente sur le tournage de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il est même possible qu'elle jouait déjà Susan Bones, mais elle n'a pas été créditée comme telle. Ernie Macmillan. Tant qu'on est chez les Poufsouffles, c'est la même chose pour Ernie Macmillan, un jeune sorcier assez présent dans les romans. Il fait notamment partie des amis de Justin, qui soupçonnent Harry d'être l'héritier de Serpentard. Mais lorsque le basilic pétrifie Hermione, Ernie s'excuse auprès de notre héros, comprenant que jamais il n'aurait attaqué sa meilleure amie. Malheureusement, il refait parler de lui de façon un peu négative en 4e année. Il fait partie de ceux qui soutiennent Cédric comme champion de l'école et qui pensent qu'Harry a triché. Mais il se rattrape vite puisqu'il est l'un des premiers élèves à croire Harry au sujet du retour de Voldemort. Il affiche publiquement son soutien et rejoint l'armée de Dumbledore. Ernie participe aussi à la bataille de Poudlard. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, le personnage est joué par Louis Doyle, notamment dans cette scène coupée où les Poufsouffles s'inquiètent pour Justin. Il reprend son rôle dans Harry Potter et la Coupe de Feu, mais c'est Jamie Marks qui incarne Ernie dans le dernier film, même si le personnage n'apparaît que très brièvement. Pansy Parkinson. Parmi la bande des Serpentards, il y a un personnage qui n'a pas eu droit à autant d'attention que dans les romans, contrairement à Drago, Crabbe ou Goyle. C'est Pansy Parkinson, la petite peste toujours prête à critiquer nos héros et à encenser Drago. Pourtant, le personnage est présent dans pas mal de volets de la saga. Pour les deux premiers volets, c'est assez confus, puisque l'actrice Catherine Nicholson est reliée au second volet sans qu'on ait aucune image. En revanche, elle n'est pas créditée au premier film, mais il semblerait que ce soit elle, ici, pendant la cérémonie de la répartition. Quoi qu'il en soit, elle reste normalement la première interprète de Pansy Parkinson. Ensuite, c'est Geneviève Gaunt qui incarne Pansy dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Elle a même droit à une réplique quand Drago revient de l'infirmerie. Retour au silence pour Pansy dans l'Ordre du Phénix, où elle est jouée par Lauren Shotton. Et lorsque le personnage prend enfin un peu d'importance à partir du 6e volet, c'est Scarlett Byrne que l'on retrouve dans le rôle. Elle propose une version plus nuancée de Pansy, plus empathique et inquiète pour Drago, sans comprendre ce qu'il traverse. Dans le dernier film, elle reste fidèle à la version du roman, en étant la première à vouloir livrer Harry à Voldemort. On n'a pas trop de détails concernant tous ces changements. Apparemment, chaque actrice n'avait pas spécialement envie de revenir pour Pansy. Comme je l'ai déjà dit précédemment, même pour de la figuration, les acteurs donnent énormément de leur temps. Il est possible que chacune ait trouvé mieux à faire. Je parie que vous ne saviez pas qu'autant d'actrices s'étaient succédées derrière Pansy. Walden McNair. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, notre trio croise la route de Walden McNair, le bourreau chargé d'exécuter Buck. Un rôle muet, attribué à Peter Best, qu'on aperçoit à peine sous sa cagoule. Mais ce n'est pas la seule fois qu'on voit le personnage, puisqu'il fait partie des premiers mange-morts à retrouver leur maître au cimetière. Il fait d'ailleurs partie de ceux qui sont attaqués et mentionnés par le mage noir pour ne pas avoir cherché à le retrouver. Cette fois, c'est Ashley Artus qui l'incarne. Peter Best revient dans le film suivant, lors de la bataille du département des mystères, toujours dans le rôle du mange-mort McNair. C'est lui qui prend Luna Lovegood en otage. Ce sera aussi sa dernière apparition dans la saga.
Tom Jedusor, Lord Voldemort. On termine avec une dernière évidence, le Seigneur des Ténèbres, Lord Voldemort. On va d'ailleurs le scinder en deux, en traitant d'abord le cas de Tom Jedusor, puis celui de Lord Voldemort. Et on va aussi distinguer les différents Tom Jedusor selon leur âge. On ne peut pas vraiment dire que l'acteur qui joue Jedusor à 11 ans a remplacé celui qui l'incarne à 17 ans. C'est presque un autre rôle, même s'il s'agit du même personnage. Tom Jedusor rentre dans l'intrigue dans le second volet, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il est incarné par le fameux Christian Coulson, qui est de loin mon Tom Jedusor préféré. Malheureusement, il était déjà bien plus âgé que le personnage au moment du tournage, et quand il a été question d'adapter le 6e roman des années plus tard, il était devenu impossible pour lui de passer pour un élève de 16 ans. C'est donc Frank Dillane qui a pris le relais dans les souvenirs liés au professeur Slughorn. Je n'y avais jamais prêté attention, mais oui, les deux versions sont censées avoir à peu près le même âge, alors que Frank Dillane paraît beaucoup plus jeune. Et même si je n'ai rien contre son interprétation envoûtante, je trouve que Christian Coulson, bien qu'il paraisse un peu plus âgé, avait vraiment le charisme de Jedusor. Petite mention pour le dernier interprète de Tom, dans le souvenir de l'orphelinat, à 11 ans. C'est Hero Fiennes Tiffin qui tient le rôle, le neveu de Ralph Fiennes, celui qui incarne Voldemort à partir du 4e film et jusqu'à la fin de la saga. Un lien parfait vers le Seigneur des Ténèbres, qui lui non plus n'a pas connu qu'un seul interprète. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, il est incarné par Richard Bremer, à l'arrière du crâne du professeur Quirrell. Il est possible que ce soit lui aussi que l'on voit dans le flashback de la mort de Lily et James, mais certaines sources affirment qu'il s'agissait en réalité d'Ian Hart, l'interprète de Quirrell. C'est d'ailleurs Ian Hart qui a doublé la voix de Voldemort dans la scène finale. Mais quand est venu le moment d'adapter Harry Potter et la Coupe de Feu, la production a voulu confier ce rôle mythique à un acteur plus connu. Une décision parfaitement comprise par Richard Bremer, qui s'est d'ailleurs dit honoré de passer la main à Ralph Fiennes. Alors, est-ce que vous aviez remarqué tous ces changements? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. On se retrouve dans une autre vidéo 100% Harry Potter, mais fait accompli.